وين الدولة اللبنانية ترد وين؟ Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. L'affaire du bombardement syrien sur Ersal, au cœur des discussions entre le président Slimane et le chef de l'armée, le général Jean Karouaji. L'armée menace de riposter à toute violation similaire. Et la France condamne le raid syrien sur Ersal. Selon Paris, toutes les provocations et les atteintes à la paix civile au Liban, quels qu'en soient leurs auteurs, sont inacceptables. En Syrie, les rebelles ont pris ce matin le contrôle d'une position stratégique de l'armée à mi-chemin entre Damas et Alep. Après de violents combats, au moins 6 soldats ont été tués. Et à suivre également dans ce journal, la campagne électorale s'achève en Iran où 50 millions d'électeurs sont appelés à élire le successeur de Mahmoud Ahmadinejad à la tête de la République islamique. Le président de la République, Michel Slimane, s'est entretenu ce matin avec le commandant en chef de l'armée, le général Jean Karouaji. L'affaire du bombardement de Ersal hier par l'armée syrienne a été au cœur des discussions. Dans un communiqué, l'armée libanaise a lancé une mise en garde à Damas en menaçant de riposter au raid syrien et a indiqué avoir pris les mesures défensives nécessaires pour riposter immédiatement à toute violation similaire. Le président Slimane a de son côté dénoncé une violation de la souveraineté du Liban qui, selon le chef de l'État, se réserve le droit de prendre des mesures pour se défendre et de saisir l'ONU et la Ligue arabe. Je vous le disais en titre, la France a également condamné le raid syrien sur Ersal. Selon Paris, toutes les provocations et les atteintes à la paix civile au Liban, quels qu'en soient leurs auteurs, sont inacceptables. Lors d'un point de presse, le porte-parole du Quai d'Orsay a indiqué que la France salue le rôle des forces armées libanaises qui poursuivent courageusement leur mission sur le terrain et tient à réaffirmer son plein appui aux institutions libanaises et à leur garant, le président Slimane. À Washington, le département d'État a condamné dans les termes les plus forts cette attaque. L'administration Obama parle d'une provocation inacceptable et appelle l'ensemble des partis à respecter la souveraineté du Liban. Le département d'État a également réitéré les inquiétudes continues des États-Unis du débordement de la violence en Syrie vers le Liban. L'affaire du raid syrien sur Ersal et les répercussions du conflit syrien au Liban ont figuré au menu de la rencontre ce matin entre le patriarche maronite, le cardinal Bchar Haraï, et le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs orthodoxes, Yohanna el-Yazigi, en présence d'une délégation de patriarches et d'évêques des deux églises. La question des réfugiés syriens a également figuré au menu des discussions. Les prélats ont appelé l'ensemble des dirigeants politiques libanais, régionaux et internationaux à ne pas s'ingérer dans la crise syrienne et à œuvrer en faveur de la paix. Une paix qui passe, selon les chefs religieux, par le dialogue politique. Les prélats ont aussi demandé à la communauté internationale de soutenir le gouvernement libanais dans son action d'aide aux réfugiés syriens. Le Premier ministre désigné Tamam Salam s'est concerté ce midi avec le coordinateur spécial des Nations Unies au Liban, Derek Plumbley. Il a également été question des... il a également été question des violations par l'armée syrienne de la souveraineté libanaise et des répercussions du conflit syrien au Liban. Le responsable onusien a indiqué que les Nations Unies accordaient la plus haute importance à la sécurité et à la stabilité du Liban. Plumbley a par ailleurs appelé l'ensemble des responsables libanais à coopérer avec le Premier ministre désigné afin de former un gouvernement dans les plus brefs délais. Avec nous en ligne, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, Monsieur Salouane. Bonsoir, M. Delveri. Les travaux du Conseil constitutionnel, plus que jamais dans l'impasse, l'instance n'arrive toujours pas à se réunir pour défaut de quorum afin d'examiner les recours en invalidation de la loi sur la prorogation du mandat parlementaire. Écoutez, hélas, ceci dénote essentiellement du total effritement des institutions de l'État libanais. Vous savez, il n'y a pas de gouvernement, il y a un parlement qui va, dans les quelques jours qui viennent, qui va perdre la légalité et sa légitimité. Et enfin, le dernier bastion constitutionnel a été atteint par le mal confessionnel et la division sociale, puisque ce sont les membres chiites et druzes de ce conseil qui font faux pas, et qui, de par leur action, le quorum ne tient pas. Et vous savez qu'en général, dans les démocraties d'Europe,
les membres du Conseil constitutionnel sont considérés comme les grands sages de l'État, qui sont garants de la Constitution et de la démocratie. Je pense qu'il aurait été plus opportun pour le Conseil au Liban, en tant que corps constitutionnel et judiciaire, de se prémunir contre toute atteinte à sa souveraineté. Mais hélas, faudrait-il avoir de vrais sages au Liban. Justement, M. Salouane, l'association des membres de la société civile accuse le Conseil constitutionnel d'être soumis au diktat des forces religieuses et politiques. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, et je le répète, hélas, ce Conseil constitutionnel aurait dû être formé de personnalités... Qu'en est-il de la légitimité, M. Salouane, de ce Conseil actuellement? Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. La légitimité du Conseil est-il toujours légitime? Bien sûr qu'il est toujours légitime. Le Conseil est toujours formé par les 10 membres, par ces 10 membres représentant toutes les confessions, si vous voulez, comme le règlement et la Constitution le précisent, mais il peut toujours se réunir et rendre une décision valable au niveau de la loi de prorogation du Parlement. Oui. Mais faudrait-il que ces membres eux-mêmes prennent leurs responsabilités en main et aient le courage de se considérer comme de vrais sages pour garantir la bonne marche de l'État, garantir la Constitution et la démocratie au Liban. Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise, merci pour votre intervention. L'aéroport international de Damas a été visé ce jeudi par 2 tirs au mortier dans une attaque menée par des rebelles. Bilan 1 blessé et 3 vols retardés, selon le ministre syrien des Transports cité par la télévision d'État. Par ailleurs, vous le voyez, les rebelles ont pris ce matin le contrôle d'une position stratégique de l'armée à mi-chemin entre Damas et Alep. Après de violents combats, au moins 6 soldats ont été tués dans ces affrontements. L'armée a envoyé des renforts pour reprendre la position. Sachez aussi que des combats ont éclaté entre les rebelles et les soldats du régime à Barzeh, un quartier situé dans le nord de la capitale syrienne. Ce nouveau bilan maintenant de l'ONU sur les victimes du conflit syrien. Selon l'organisation, plus de 93 000 personnes sont mortes dans les combats depuis mars 2011. Au moins 6 500 victimes seraient des enfants, selon le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Rebelles syriens et forces pro-Assad recrutent des enfants âgés de 15 à 17 ans pour participer à la guerre civile. Et certains ont été torturés par les forces gouvernementales en raison de leur lien avec l'opposition. Il existe plusieurs récits de violences sexuelles faites à des garçons pour obtenir des informations ou une confession de la part des forces régulières, note donc ce rapport du patron de l'ONU. Restez des nôtres au retour de la pause, direction Athènes pour faire le point sur la mobilisation contre la fermeture de la télévision publique. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, la campagne électorale s'achève en Iran où 50 millions d'électeurs sont appelés à élire le successeur de Mahmoud Ahmadinejad à la tête de la République islamique. La présence de 5 candidats conservateurs pourrait jouer en faveur de Hassan Rouhani, seul modéré en lice. Un reportage signé Noural. Ils ne sont plus que 6 candidats en lice pour l'élection présidentielle iranienne. À quelques jours du premier tour du scrutin, 2 ont choisi d'eux-mêmes de se retirer de la course. Mais avant même le début de la campagne, de nombreux autres, comme l'ancien président Rafsanjani, ont vu leur candidature refusée par les ultra-religieux du Conseil des gardiens de la Révolution. Une procédure largement condamnée par la communauté internationale. À l'arrivée, Hassan Rouhani, seul candidat soutenu par le camp des réformateurs, se retrouve face à 5 candidats conservateurs. Ce religieux modéré prône plus de souplesse vis-à-vis de l'Occident. Nous devons nous tenir à l'écart de l'extrémisme. Cela s'applique aussi à notre politique étrangère. Nous devons maintenir les intérêts du pays et la sécurité nationale de manière à assurer les conditions pour la participation des Iraniens sur le plan politique, économique et social. Dans tous les aspects de leur vie, les citoyens doivent sentir qu'ils sont capables d'exprimer leurs points de vue et leurs opinions. Ou quand il s'agit d'une élection, ils doivent pouvoir y participer en toute liberté. Selon l'un des rares sondages rendus publics, le maire conservateur de Téhéran, Mohamed Bagher Ghalibaf, fait figure de favori. Il affirme qu'il va débuter l'épopée économique de l'Iran.
Quand nous aurons réussi à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, tout le monde sera impliqué de manière égale dans la vie économique et politique de notre société. Ces dernières années, notre diplomatie n'a pas été en mesure d'atteindre nos objectifs en termes de politique étrangère. Khalibaf est suivi de près par Rouhani. Pour leur dernier meeting avant le scrutin de vendredi, les candidats ont assuré hier à leurs partisans qu'ils iraient jusqu'au bout. Saïd Jalili, le négociateur en chef du dossier nucléaire, appelle à ignorer les sondages qui le donnent en 3e position, mais plus d'un tiers des sondés sont toujours indécis. Quel qu'il soit, le vainqueur du scrutin sera le numéro 2 de l'État selon la Constitution. Les dossiers stratégiques comme le nucléaire restent en effet sous l'autorité du guide suprême. L'ayatollah Ali Khamenei a appelé ses concitoyens à voter en masse afin de décourager ce qu'il décrit comme les ennemis de la République islamique. N'importe lequel de ces 8 devient président, il n'est que nommé de Khamenei et exécuteur de ses ordres. Comment obéir au guide qui est à l'origine de tous ces problèmes et en même temps résoudre ces problèmes-là? Voilà le dilemme de ces candidats-là. Ils n'osent pas de dire qu'on est dans l'impasse, on ne peut pas en sortir, sauf que M. le guide accepte que laisse la main libre au président afin qu'il puisse résoudre le problème du pays. Car le successeur de Mahmoud Ahmadinejad aura aussi la lourde tâche de relancer l'économie iranienne, mise à mal par les sanctions occidentales. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les Grecs réclament le retour de leur télévision publique. Des milliers de salariés du public et du privé sont descendus dans la rue pour protester contre la décision de fermeture de la chaîne publique prise par le gouvernement qui s'est engagé à supprimer 2000 emplois publics d'ici la fin de juin 2013. La grève générale a mis la Grèce au ralenti. Les transports en commun et les administrations ont été les plus touchés. Et en France, ce sont les trains qui tournent au ralenti. Un tiers du personnel de la SNCF est en grève. 4 trains sur 10 circulent en moyenne sur les lignes. Les cheminots protestent notamment contre le projet de réforme gouvernementale qui vise à unifier le rail français pour créer un champion européen ferroviaire. Le Premier ministre turc tente de désamorcer la contestation en rencontrant des représentants de la contestation et en évoquant l'idée d'un référendum sur le projet d'aménagement de la place Taksim d'Istanbul. Une nouvelle manifestation a pourtant eu lieu à Ankara où la police anti-émeute a lancé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, scandant des slogans anti-gouvernementaux. Nelson Mandela réagit toujours bien au traitement. Le prix Nobel 93 supporterait mieux son traitement contre la pneumonie depuis mercredi matin. C'est ce qu'indique ce jeudi le gouvernement sud-africain au 6e jour d'hospitalisation du héros de la lutte contre l'apartheid. Fer de lance de l'avènement de la démocratie multiraciale en Afrique du Sud en 1994, Mandela doit fêter ses 95 ans le 18 juillet. Il souffre d'une infection pulmonaire à répétition. Séquelle de ses 27 années de réclusion sous le régime raciste donc de l'apartheid. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'affaire du bombardement syrien sur Ersal, au cœur des discussions entre le président Sleiman et le chef de l'armée, le général Jean Karouaji. L'armée menace de riposter à toute violation similaire. Et la France condamne aussi le raid syrien sur Ersal. Selon Paris, toutes les provocations et les atteintes à la paix civile au Liban, quels qu'en soient leurs auteurs, sont inacceptables. En Syrie, les rebelles ont pris ce matin le contrôle d'une position stratégique de l'armée à mi-chemin entre Damas et Alep après de violents combats. Bilan, au moins 6 soldats tués. Et la campagne électorale s'achève en Iran. 50 millions d'électeurs sont appelés à élire le successeur de Mahmoud Ahmadinejad à la présidence de la République islamique. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant gratuitement notre application mobile Futur TV Lebanon. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Noura Eul à la barre des 2 prochains JT. À très bientôt. وين هي الدولة اللبنانية ترى